À l'évidence, les enjeux climatiques ont accru cette prise de conscience des risques que l'activité humaine en général et économique en particulier fait peser sur notre planète et sur notre avenir et sur notre société. Et pour autant, il y a encore des idées reçues là-dessus, on peut parfaitement investir de manière responsable, sans sacrifier eh bien, la performance et le rendement de ces placements. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a cette prise de conscience collective. Oui, il y a eu une dramatisation, une accélération de la prise de conscience collective et individuelle. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. Vous connaissez d'abord, exactement. D'abord avec les enjeux climatiques, c'est vrai, et les rapports, les annonces des climatologues, voilà, tout le monde se sent forcément concerné. Et l'investisseur est concerné parce qu'il ne peut plus ignorer le fait que l'entreprise dans laquelle il investit peut avoir une activité qui dégrade l'environnement, détruit la planète éventuellement, ou n'est pas favorable, on va dire, à l'harmonie sociale ou à la bonne gouvernance des entreprises. Donc, oui, l'investisseur, il est concerné. Et bien sûr, alors, il y a déjà un problème de définition au départ. Parce qu'on voit qu'on essaie de... Alors déjà, le vocabulaire est très large et très riche. Et au départ, on parlait de développement durable. C'est tout ce qui était durable. Moi, je vous parle effectivement d'une notion qui est plus large, c'est des notions responsables. Et notamment en France, donc, on utilise l'investissement socialement responsable. Donc, c'est un cycle ISR qui, en anglais, se décline un petit peu de la même manière, parce que ça marche en français, en anglais, c'est pratique. ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance. Quand on réunit, on va dire, ces trois univers, ces trois contraintes, eh ben, on peut se dire qu'on est effectivement dans un territoire d'investissement qui répond à un certain nombre d'attentes. Alors c'est une tendance qui, en fait, non seulement se développe, mais explose dans l'attente de l'investisseur et puis dans les contraintes qui viennent sur les entreprises et dans les offres d'ailleurs que font aussi les grands gérants à leurs clients. Et alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet univers qui est celui du choix des actifs, actions ou obligations, en général, on regarde d'abord les perspectives financières. Là, on s'intéresse à des critères extra-financiers. Donc, on va mettre des filtres. Toujours aux critères financiers, on s'intéresse toujours aux critères financiers, mais on rajoute en fait des filtres extra-financiers qui vont être donc, quel est leur impact, l'impact de leur activité sur l'environnement? Est-ce qu'ils ont une bonne politique sociale? Est-ce que leur gouvernance est de qualité aussi? Voilà, et ce sont ces critères. Qu'est-ce qu'on appelle la gouvernance de qualité, concrètement? Ça veut dire que, voilà, est-ce que la façon dont l'entreprise est dirigée respecte l'actionnaire, y compris l'actionnaire minoritaire? Est-ce que les rémunérations des dirigeants sont proportionnées? Est-ce que la politique qui est mise en œuvre et éventuellement les participations croisées ou d'autres participations sont compatibles voilà, avec ce que l'actionnaire individuel peut attendre? Voilà, c'est un petit peu un certain nombre d'idées. Donc, on a en fait tous ces univers, dont en fait celui de l'environnement, de la finance verte, des actifs verts, ça peut être des obligations vertes aussi, voire même tout ce qui est lié ensuite au solidaire. C'est-à-dire que vous voyez, dans cet univers, on peut gagner de l'argent, on peut décider d'en donner une partie à des causes humanitaires ou sociales. Là aussi, on rentre dans cet univers très large. Pour l'épargnant, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver une fois qu'on a dit ça? On comprend bien l'idée d'avoir une politique économique, enfin comment dire, des résultats, une entreprise qui financièrement a des résultats, mais qui respecte ses salariés, l'environnement, etc. Après, on parle partout maintenant de l'ISR, l'ESG. Tout le monde se dit, je propose des fonds d'investissement qui sont ISR et ESG. Comment on fait pour séparer le bon grain de l'ivraie? Alors, effectivement, parce qu'autrefois, c'était, si on revient en arrière il y a 10 ou 20 ans, c'était une pratique plutôt marginale, puis on avait du mal à convaincre que vous alliez continuer à gagner autant d'argent en prenant ce genre de contraintes, qui sont quand même des contraintes à la fois pour l'entreprise, pour l'investisseur. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une préoccupation majeure d'abord pour les investisseurs institutionnels qui ont des obligations réglementaires. C'est une préoccupation pour les États. Comment ça, réglementaire? Alors, ça veut dire qu'il y a des textes au niveau français, au niveau européen, dans certains pays, où en fait, on oblige par exemple les investisseurs institutionnels à faire preuve d'une certaine transparence sur la façon dont ils traitent effectivement le choix des entreprises dans lesquelles ils investissent. Est-ce quel est leur impact sur l'environnement? Est-ce qu'elles ont des politiques sociales convenables, etc. Donc, l'ONU a même en fait modélisé tout ça, parce que l'ONU a créé en fait des principes de l'investissement responsable, ce qu'on appelle les PRI. Et en fait, les signataires, ceux qui souscrivent à cette série de normes, en fait, acceptent d'être vérifiés, d'avoir une vérification extérieure sur la façon dont ils sélectionnent les entreprises, dont ils gèrent les portefeuilles, etc. Donc, c'est effectivement devenu
je veux dire, un univers dans lequel il y a vraiment à la fois des normes et puis on est au niveau, pas seulement au niveau national, au niveau européen ou mondial. La Commission européenne a aussi défini des indices bas carbone, elle a aussi défini les standards pour ce qu'on appelle les actifs verts, ce qui va jusqu'aux obligations vertes, les obligations d'État qui peuvent être des obligations, les green bonds, ça s'appelle des obligations vertes. Voilà, donc on a un écosystème qui commence vraiment maintenant à être bien oui, mais ça défini. foisonne de labels, de sigles. Je reviens à ma question, même si vous y répondez pour Voilà, partie. alors, Comment est-ce que le particulier... alors est-ce que- effectivement, est-ce qu'il y a une l'offre vraie- est confuse. Est-ce qu'il y a vraiment une appétence en plus des Alors ménages alors français? Parce d'abord, que oui, sur le alors, principe, on dit l'appétence- oui, je préfère avoir du rendement et en plus faire du bien à la planète et aux salariés. Mais On va dire que c'est en derrière, train de est-ce que bouger. ça suit vraiment? Est-ce Alors, que les gens ce qui est sûr, achètent c'est qu'il y a une vraiment? appétence des investisseurs institutionnels parce qu'ils ont des obligations. Voilà, ce qui n'est pas le cas des particuliers. Des obligations réglementaires, mais des obligations morales aussi, pour certains d'entre eux, quand ce sont de grands investisseurs publics notamment. Alors, c'est en train de bouger parce que spontanément, l'investisseur individuel, il veut d'abord effectivement du rendement pour ses placements. C'est en train de bouger parce qu'il comprend bien que la façon dont il investit a quand même un impact sur son environnement, sur sa planète. Donc oui, ça commence effectivement à bouger. Alors effectivement, l'offre est confuse parce que vous voyez, depuis que j'ai commencé à vous parler de ce sujet, j'ai dû employer au moins 5 ou 6 appellations différentes. Ouais. J'en ai moi-même recensé une petite dizaine entre ISR, ESG, durable, responsable, vert. Vous voyez, on est solidaire, on est sur des territoires différents, parfois qui se recoupent. L'un peut englober l'autre, etc. Alors, en tout cas, ce qui a été fait, c'est qu'en France, notamment, depuis 2015, le ministère, donc l'État, mais le ministère de l'économie, a créé un label officiel ISR, investissement socialement responsable. Et donc, qui délivre, qui valide une certification qui est faite à l'extérieur, soit par AFNOR, soit par l'ancien Esternium. Donc, il faut que en l'occurrence, là, on est dans l'univers des SICAV et des FCP, donc les gérants doivent obtenir une certification qui dit oui, c'est bon, la façon dont vous gérez ce fonds, elle est compatible avec ce label, on vous donne un label. Donc, si je vois un fonds, une SICAV, un FCP, où il y a écrit ISR, alors, je suis non, tranquille. mais alors voilà, le problème, c'est ça. C'est que ce dont je vous parle, donc ce label officiel ISR, c'est à peu près aujourd'hui quasiment près de 300 fonds. C'est en train de beaucoup augmenter en ce moment et c'est 300 fonds. Mais en réalité, on a dénombré, quand Alice ou Morningstar dénombre à peu près quasiment 1000 fonds qui peuvent être dans cet univers et notamment des fonds qui utilisent le SLIG ISR. Alors, ce qui est difficile, c'est que vous avez pour autant l'être des fonds qui ont le label officiel, qui ne mettent pas ISR dans leur nom, dans leur dénomination, et vous avez au contraire des fonds qui ont le sigle ISR, mais qui n'ont pas du tout de label. Vous voyez, c'est évidemment, c'est pas spontanément pas simple. Il faut avoir un petit peu d'aide ou lire le revenu, par exemple, pour être un petit peu guidé. Mais en tout cas, l'État a fait des efforts déjà en créant ce label officiel. Alors, pour tout simplifier, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a un autre label qui est un label plus écologique qui s'appelle un label pour la transition énergétique et écologique pour le climat, donc TEEC, ça fait TEC. Ce label est délivré par un autre ministère, c'est le ministère de l'écologie. Et alors là, il est beaucoup plus restrictif. Et vous pouvez, là, quand vous prenez un fonds qui a le label TEC, ça veut dire qu'il n'investit pas dans le nucléaire, il n'investit pas dans les énergies fossiles. Mais je suis un peu paumé en même temps. Voilà. Je suis particulier, je veux avoir un fonds Action française qui respecte les critères d'environnement, de social et de gouvernance. Comment je fais pour savoir si ce qu'on me vend est vraiment, s'il n'y a pas trop vous pouvez chercher, sur la marchandise? Voilà, non pas donc forcément dans le nom du fonds, mais dans son document d'information. S'il y a quel label? S'il a le logo où il y a marqué label ISR, qui est un logo d'État, ou le logo TEC, donc voilà. si c'est un fonds, on va dire vert entre guillemets. Voilà, donc il y a au moins ces deux labels d'État, ministère de l'économie, ministère de l'écologie. Au moins un des deux, voire les deux. Voilà, ou les deux. C'est-à-dire l'un qui est effectivement socialement responsable et l'autre qui est vraiment qui est plus vert, qui est consacré à des problématiques d'environnement, des problématiques des enjeux climatiques. Où là, en fait, le gérant doit mesurer, il doit chiffrer l'impact de ses investissements sur l'environnement, sur le climat, etc. Dernier point, est-ce que ce qu'on gagne, on va dire, à sauver la planète, à respecter toutes les parties prenantes, les salariés, etc. Est-ce qu'on ne le perd pas en rendement? Alors, parce que c'est de moins en moins le cas. Est-ce que si c'est plus responsable, est-ce que c'est pas moins rentable? Alors, c'était effectivement ce qu'on pouvait croire et ce qu'on avait du mal à démontrer, en tout cas il y a 10 ou 20 ans. Depuis quelques années, c'est en train de changer. Alors, déjà par un effet mécanique, c'est comme vous avez de plus en plus d'entreprises qui effectivement essayent de se conformer à ces critères, à ces contraintes, et que vous avez de plus en plus de flux qui vont privilégier les valeurs, les titres qui sont plutôt compatibles ISR ou compatibles je veux dire, protection de l'environnement, eh bien, ces flux naturels font que ce ne sont pas des valeurs qui sont délaissées en bourse. Et donc, vous avez un premier effet, et on le voit dans les portefeuilles. Par exemple, à l'occasion de notre dernier dossier sur le sujet, j'ai fait une sélection des meilleurs fonds dans cet univers. Ah bah alors, on est quand même... on balance des noms, bonhomme. Non, mais si on prend une dizaine de fonds... Si on prend une dizaine de fonds... Et tu l'as ton canard, là, vas-y, donne des noms. Alors, par exemple, si vous prenez un très bon fonds comme celui de Schroders, qui est sur le développement durable en général, il fait quand même 47% sur 3 ans et il fait je crois plus de 20% sur un an. Donc
En gros, ces Enfin, 10 en fonds, même temps, sans tous les tous citer. les marchés ont monté, toutes les actions ont bien sûr, monté. bien sûr, donc oui, c'est- mais avant, on avait quand même, on voyait qu'il y avait un petit, un léger décalage dans la performance par rapport au marché. Et il y avait tout un Décalage débat dans le là-dessus. mauvais sens. Voilà. Alors, en fait, si on regarde là, en l'occurrence cette sélection, on fait de plus 10 à plus 25 sur un an et on fait de plus 20 à plus 47 sur 3 ans. Donc on est Les dans le trois marché meilleurs- et les on, est trois même, meilleurs- on peut être mieux que le marché. Les 3 meilleurs sur 3 ans en termes de fonds Alors, ISR. les 3 meilleurs Attention, sur il 3 sort ans, vous voulez vraiment des noms le Bigler. Alors, il y a un Britannique, c'est Schroders, il y a un Oh, Finlandais, enfin Hey, mec, Scandinave, t'as des hublots, Nordea, hein, dis donc. Nordea Climate and Environment, et puis il y a un Français, la financière d'échiquier avec échiquier Positive Impact. Voilà. Donc, voilà. Donc il y a bien sûr dans la sélection beaucoup de gérants français. Donc on peut faire de la performance maintenant. Je vous dis, c'est effectivement en train de changer. Il y a un effet de marché, des flux, et en l'occurrence, c'est vrai que la France montre plutôt l'exemple dans cette problématique. Et le revenu qui montre l'exemple aussi cette semaine, on va Voilà. voir la Alors couverture. donc, ce dossier, évidemment, effectivement, avec des idées d'investissement. Et puis on revient, nous aussi, bien sûr, sur À qui le les tour? C'est qui, alors, voilà, c'est qui, à qui le tour? à qui le tour? Alors, ADP. on sait qu'il y a Aéroport de Paris qui est en attente, Ouais. mais il pourrait y avoir aussi des allègements sur Engie, sur Safran. On liste un petit peu C'est toutes plus les des participations de privatisations, l'État c'est des cessions. qui pourraient, voilà. Mais évidemment, dans le cas de FG, bon, ça commence plutôt bien, au moins sur les premières séances. On verra dans la durée. Évidemment, toujours dans la durée. Donc à retrouver cette semaine dans le magazine Le Revenu. Merci beaucoup Laurent Saillard. Merci David. Salut.